parmi les changements, on a une nouvelle ministre de la Santé. Yes! Ce n'est que la 7e ministre de la Santé depuis le président Macron. Qui pourrait vraiment réaliser cette mission? On cherche un Hercule. Ah! Catherine! Catherine, mais attends, la Catoche, elle est dispo en ce moment? Est-ce que, au lieu de changer de nom toutes les 5 minutes, on pourrait éventuellement travailler? La France arrive après le Kazakhstan dans le classement. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de la santé. Et oui, c'est un podcast orienté santé contre toute attente, puisque ça fait plusieurs podcasts qu'on ne parle pas de santé, mais de moi, humblement, modestement, on faisait des podcasts sur ma personne. Oui, les podcasts santé reprennent, comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent. C'était difficile de faire des podcasts en santé, tout simplement parce qu'il n'y avait pas matière. En décembre, personne ne travaille, et du coup, il n'y avait pas d'actualité en santé à décrypter. Mais on est en janvier, les affaires reprennent, le business reprend, et avec une énorme news aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on a une nouvelle ministre de la Santé, on va évidemment en parler. Qu'est-ce que vous croyez? On va évidemment en parler. Mais avant tout ça, je voulais vous annoncer quelques petites nouvelles. Le podcast est désormais disponible sur Deezer. Voilà, j'avais tout simplement oublié de mettre le podcast sur Deezer. Et c'est fait. Aussi, concernant ceux qui écoutent sur YouTube, aïe aïe aïe, mauvaise nouvelle, le public d'Instagram a voté pour tout simplement, on vous supprime le podcast. Ça pue vraiment pour ceux qui écoutent sur YouTube, alors je vous conseille tout simplement de télécharger Spotify, c'est gratuit, et comme ça vous conservez l'honneur, l'avantage, le privilège d'avoir le droit d'écouter ce podcast qui doit être réservé à une élite. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de le diffuser sur YouTube, on doit uniquement le réserver aux personnes qui ont fait l'effort de télécharger Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et en plus, je vous le répète, c'est beaucoup plus agréable d'écouter le podcast sur une plateforme de podcast et pas sur une plateforme de vidéo, vous avez compris. Dernière info, sur Apple Podcast, j'ai vu que le podcast était noté 5 étoiles sur 5. Comment ça se fait que sur Spotify, on soit uniquement à 4,7 sur 5 ? Comment ça se fait? Je laisse une dernière chance à ceux de Spotify de rectifier le tir, sinon on va couper le podcast sur Spotify aussi. Le podcast ne sera uniquement disponible bientôt que sur clé USB que je vous enverrai chez vous. Allez, fin des blagues, fin du spectacle. On va arrêter les... Non, mais on va même pas arrêter les blagues, puisque là, on va carrément enchaîner sur un autre spectacle, plus à tonalité politique, celui-là. Voilà, aujourd'hui, on va tout simplement parler des dernières actualités, à savoir le remaniement qui a eu lieu avec de nouveaux ministres, un nouveau Premier ministre. Bon, moi j'étais dispo, ça tombait bien, mais bizarrement, j'ai pas reçu de coup de fil. Bon, je sais pas, ils ont peut-être dû perdre mon numéro, ou peut-être qu'ils avaient peut-être plus de batterie, ils étaient en mode avion. Je sais pas, après, je pense qu'ils ont pensé à moi, mais ils ont pas dû oser m'appeler, en fait, ça doit être ça. Ou alors ils ont perdu mon numéro, je sais pas trop. Et donc, parmi les changements, on a une nouvelle ministre de la Santé. Yes, ce n'est que la 7e ministre de la Santé depuis le président Macron. Donc Macron a été élu en 2017, on est en 2024, ce qui nous fait donc un ministre par an. Et on a découvert aussi que Madame la ministre n'est plus seulement ministre de la Santé, mais aussi du Travail. Voilà, ils se sont dit, on va mixer les deux. Voilà. Ils ont regardé les dernières préoccupations des Français, là. Ils ont vu pouvoir d'achat, santé, insécurité, environnement, école, logement, emploi. Ils se sont dit, bon, visiblement, il y a quelques problèmes en France. Il y a à la fois la santé et le chômage. Bon, qui pourrait bien relever ces deux challenges immenses?
qui pourrait vraiment réaliser cette mission? On cherche un Hercule qui se... Ah! Catherine! Catherine, mais attends, la Catoche, elle est dispo en ce moment? Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh! C'est notre sauveur, la Catoche. Elle respire à la fois la santé et le travail. On va la mettre ministre de la Santé et du Travail. Bon, moi personnellement, j'ai pas trop compris le move, mais il faut dire que le ministère de la Santé, c'est pas la première fois qu'il subit un changement. En tout, dans l'histoire du ministère de la Santé, il y a eu 7 changements. 7 changements du ministère de la Santé, dont 4 qui se sont faits depuis 2017. Et oui, 4 changements de nom depuis 2017. Est-ce que c'était indispensable? Je ne suis pas sûr. Alors, en 2017, on a déjà changé de ministère de la Sécurité sociale à ministère des Solidarités et de la Santé. Moi, j'étais resté là-dessus. Personnellement, j'étais un peu ringard, visiblement. En 2022, on a changé, on s'est dit, c'est pas assez. On va mettre ministère de la Santé et de la Prévention. Mais en fait, en 2022, ils se sont dit non, mais ça va pas non plus. On va appeler ça ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Des personnes handicapées, d'ailleurs, on dit. Et finalement, 2024, 4e changement, ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Alors, je me permets la question, en tant que contribuable français à hauteur de milliers d'euros par an. Petite question, est-ce que au lieu de changer de nom toutes les 5 minutes, on pourrait éventuellement travailler? Parce que visiblement, l'état de la santé en France n'a pas bougé d'un poil depuis tous ces changements de nom. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire que changer de nom en permanence. Parce que j'ai juste l'impression que là, on perd du temps. On perd du temps. Enfin, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec mon constat, mais j'ai juste l'impression que on est un peu dans la merde niveau santé. Regardez juste le diagramme du déficit de la sécurité sociale et dites-moi si je me trompe ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'un changement de nom, ça se fait pas comme ça se fait pas du jour au lendemain. C'est qu'il y a eu des cinquantaines d'heures, des centaines d'heures de réunions avec qui il y avait Carole, il y avait Nathalie, il y avait Sébastien. Et vous savez, c'est des réunions où ils étaient avec leur petite tasse comme ça, leur mug et leur petite tisane. Et puis ça faisait des petits bruits comme ça, là. Avec la petite cuillère dans la tisane. Et puis Nathalie, elle commençait à dire « Non, mais en fait, moi je pense que les Français, ils comprennent pas exactement l'action de notre ministère parce que ils se retrouvent pas représentés par le nom de notre ministère. Par exemple, les personnes handicapées, elles se retrouvent pas représentées. Il faudrait qu'on change le nom du ministère en mettant les personnes handicapées. » Voilà, et là je pense qu'à partir de là, je pense que la santé ira beaucoup mieux en France. Merci Nathalie pour ton intervention. Effectivement, c'est une proposition très intéressante. Je pense que les Français se sentiraient mieux représentés par un changement de nom. Donc on étudiera cette proposition à notre prochaine rencontre, à notre prochaine réunion. Bon, voilà, à quoi ils occupent leur journée, je suppose. Mais sinon, le fond, le soi-disant meilleur système de santé au monde, il en est où? Où on en est, les amis? Moi, j'ai toujours entendu qu'on était le meilleur système de santé au monde. Bon, moi, à titre personnel, j'estime que ce n'est pas tout à fait exact. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Un système qui est basé sur un déficit de la sécurité sociale de 10 milliards d'euros, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur du monde. Un système de santé qui a perdu 80 000 lits d'hôpital en moins de 20 ans. Les chiffres sont pas bons, Kevin. Là, les chiffres sont pas terribles. Si vous prenez... Moi, je suis quelqu'un de curieux et je suis quelqu'un de taquin. Donc, je me suis renseigné sur le nombre de lits d'hôpital par pays. Alors, en haut du classement, Corée, Japon, Monaco. 13 lits d'hôpital pour 1000 personnes. Voilà, c'est le top classement. C'est ces 3 pays. 13 lits d'hôpital, du coup, pour 1000 personnes. Ensuite, bon, je ne vous fais pas toute la liste, mais en gros, après, on a l'Allemagne, l'Autriche, l'Ukraine, avec à peu près 7-8 lits par 1000 personnes. Et après, on a le Kazakhstan, la Lituanie, le Gabon, pour 6 lits pour 1000 personnes. Et du coup, là, vous vous dites évidemment « Ah ok, il n'a pas encore cité la France parce qu'il a pris des valeurs hautes avec le Japon et les valeurs basses avec le Kazakhstan. Et du coup, la France, je pense que ça doit être à peu près dans la moyenne entre les deux. » Non.
Non, je n'ai pas encore cité la France, tout simplement parce qu'elle arrive après le Kazakhstan dans le classement. Le meilleur système de santé au monde? Bon, excusez-moi, moi je paye des centaines d'euros par mois à la sécurité sociale, à toutes les cotisations salariales et patronales qui sont retirées de ma fiche de paye. Des centaines d'euros par mois. Et quand elles sont payées par mon patron, par mon employeur, par le biais des cotisations patronales, excusez-moi, mais c'est un petit peu moi qui les paye, tout simplement parce qu'elles me sont retirées de mon salaire. Ce sont donc des centaines d'euros qui partent tous les mois de ma poche pour financer la santé, entre autres. Et moi, je suis très content de financer ce système solidaire, de participer à l'effort national en permettant à des personnes qui n'ont pas les moyens de bénéficier de soins. Et pourtant, malheureusement, 32% des personnes en 2018 refusaient des soins pour motifs financiers. Et c'est un chiffre qui vient du Haut Conseil de la Santé publique. Alors excusez-moi, mais là où une personne sur trois ne va pas chez le médecin, ne va pas à droite à gauche chez les professionnels de santé pour bénéficier de soins, tout simplement parce que ça va leur coûter trop cher, ce n'est pas normal dans le meilleur système de santé au monde. Non, dans le meilleur système de santé au monde, il n'y aurait pas autant de personnes qui refuseraient des soins sous prétexte financier. Ce n'est pas normal et je suis désolé, c'est tout simplement une honte. Donc il y a un gros travail pour cette nouvelle ministre à réaliser au niveau de l'accès aux soins, du prix des soins, au niveau de la prévention évidemment, au niveau de la prévention, je sais pas, sexuelle notamment, parce que moi je trouve qu'il y a un gros manque d'informations à ce niveau-là, qu'il y a une banalisation de l'acte sexuel. Il y a un gros souci de gestion des personnes âgées. Voilà, il faut réellement investir dans la gestion de la santé des personnes âgées, dans la gestion des établissements, des EHPAD, etc. Je trouve que, évidemment, la population est extrêmement vieillissante et qu'on ne prévoit tout simplement pas suffisamment les structures d'accueil, les structures médicales pour ces personnes. Il y a évidemment aussi un gros travail au niveau de la santé mentale qui est tout simplement le mal du siècle, de prévention, de traitement, d'accueil chez des psychologues ou des professionnels formés. Il y a un gros problème aussi au niveau des études de santé, mais ça je comprends pas comment le sujet est mis sur la table chaque année depuis des dizaines d'années, en fait depuis je pense facilement 20 ans, et pourtant rien ne bouge. Rien ne bouge, et tout le monde dit excusez-moi, il y a quand même peut-être, on forme peut-être pas assez de médecins là, j'ai l'impression que dans quelques années ça va être quand même la merde. J'ai l'impression que voilà, on forme pas du tout assez de médecins. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Non, on fait rien. Prochain mandat, hein, ok, prochain mandat. Voilà, donc je crois qu'il y a un gros problème au niveau des études de santé et qu'il faut tout simplement investir massivement dedans. Investir énormément. Il faut relancer énormément la recherche financièrement, relocaliser en France les industries pharmaceutiques qui, je vous apprends rien, ont évidemment délocalisé il y a des dizaines d'années dans des pays asiatiques pour des coûts de production moindres. Mais il faut relocaliser aujourd'hui en France, tout simplement pour regagner une souveraineté et être indépendant des autres pays en tant que fournisseur. Donc voilà, ce sont vraiment les challenges que j'estime importants et primordiaux à reprendre en considération au niveau de la santé, et j'espère que cette nouvelle ministre, Madame Catherine Vautrin, que je connais évidemment pas du tout, saura être à la hauteur de ces challenges. Pour finir, je voulais vous faire un petit historique des différents ministres de la Santé d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est la petite douceur, c'est le dessert, c'est la petite douceur du podcast. Pour finir en douceur, on va rigoler un petit peu, on va faire un historique de ce ministère. Alors en premier, la première ministre d'Emmanuel Macron en matière de santé, c'était Madame Agnès Buzyn, qui est quand même restée 33 mois à la tête de ce ministère. Félicitations, bravo, c'est un record. Aucun autre ministre d'Emmanuel Macron en matière de santé n'est resté aussi longtemps. Bravo à vous, Madame Agnès Buzyn. Donc, Madame Buzyn, c'est une PUPH hématologue de formation, et elle a lancé pendant son ministère plusieurs réformes plutôt intéressantes réellement en matière de santé. Elle a déjà rendu 11 vaccins obligatoires comparé à 3 auparavant. Elle a augmenté
le prix du tabac. Donc là, pour nos chers auditeurs fumeurs, ça a certainement pas dû vous plaire. Mais bon, c'est comme ça. Elle a aussi pris de lourdes décisions en matière de remboursement, notamment au niveau de l'homéopathie, au niveau de la maladie d'Alzheimer, qui ont tous deux été déremboursés. Ces maladies, la maladie d'Alzheimer et l'homéopathie, ne sont désormais plus remboursées par la sécurité sociale. Elle a ensuite interdit la vente de la codéine, qui était un peu détournée aux États-Unis pour c'est des effets un peu euphorisants, je suppose. En mélangeant avec du soda, on arrivait à je sais plus quel mélange c'était la débilité incarnée, évidemment. Donc en prévention, elle a choisi d'interdire la vente sous forme libre, sans ordonnance, en pharmacie de la codéine. Et elle a aussi interdit l'hydroxychloroquine Covid. Covid, voilà, vous ferez le rapport avec monsieur le professeur Raoult, qui prenait l'hydroxychloroquine. En réponse, on interdit l'hydroxychloroquine. Et par contre, Madame Buzyn, elle a rencontré quelques petits problèmes. Bon, il faut savoir que dans la vie, c'est la compagne de monsieur Yves Lévy, qui est le président de l'INSERM. Et donc, quand tu es ministre de la Santé, c'est compliqué d'avoir un mari ou un compagnon président de l'INSERM. C'est quand même une situation de conflit d'intérêts plutôt flagrante. C'était un petit problème. Là, il y avait un petit warning à voir. Mais c'est toute une histoire. Je vous laisserai vous référer aux différents articles sur Internet. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de raconter tout ça. Bon. Et ensuite, elle a terminé son mandat, son ministère, parce qu'elle a pris la suite de monsieur Griveaux pour les élections municipales à Paris, pour laquelle elle était la candidate déçue. Et son départ du ministère a aussi été critiqué, parce que c'était en plein moment du début de la pandémie. Et donc, il y a eu une gestion un petit peu hasardeuse dans le début de la pandémie. Bon, je vous laisserai aussi vous faire un avis à ce niveau-là. Ensuite, pour faire sa suite, il y a monsieur Olivier Véran, qui est praticien hospitalier neurologue. Alors lui, c'est vraiment un politicien né. Hein. Je me demande pourquoi il a vraiment fait médecine. C'est vraiment le politicien. Il a commencé par être syndicaliste, puis conseiller régional, puis après il s'est dit, bon, je vais être député, mais je vais quand même me laisser guidé en fonction du vent. Hein. Il a d'abord voté pour Sarkozy, puis ensuite au Parti Socialiste, et puis en fait, en 2017, il y a un beau gosse qui arrive, Macron. Allez, moi je rejoins Macron, là je sens le vent tourner, je rejoins Macron. Son bilan, vous le connaissez évidemment, Olivier Véran, il a surtout agi pendant la crise du Covid, hein, au niveau de la pandémie Covid que vous connaissez, confinement, vaccination, masque. Vous connaissez tout ça, et il est resté un petit peu plus de 2 ans au ministère de la Santé. Ensuite, il y a eu Madame Brigitte Bourguignon. Brigitte Bourguignon, qui est secrétaire médicale et qui n'est restée que 2 mois en tant que ministre de la Santé. Et oui, et ce n'est pas le record. Ce n'est pas le record, vous en saurez plus tout à l'heure. Elle a dû partir, elle a dû démissionner de ses fonctions de ministre, tout simplement parce qu'elle s'était présentée en tant que députée, et elle a perdu. Elle a perdu, donc elle a dû démissionner de son ministère, parce que c'est la règle. Quand on se présente aux élections législatives, on prend le risque d'être démis de ses fonctions de ministre dans le cas où on perde. Voilà. Ensuite, il y a eu monsieur, pour la remplacer, puisqu'elle a dû démissionner, elle a été obligée de démissionner, il y a eu monsieur François Braun, qui est médecin urgentiste. Il est resté 1 an, et sincèrement, pendant ces 1 an, il ne s'est pas passé grand-chose. Je sais pas, je le voyais parfois dans des papiers, dans des articles, etc. Mais il n'y a pas eu d'action réellement révolutionnaire pendant son ministère. Pour faire suite à monsieur François Braun, il y a eu monsieur Aurélien Rousseau, qui, pour le coup, n'est pas du tout dans la santé à la base. Pour le moment, il n'y a que des gens dans la santé. Il y a eu beaucoup de médecins, il y a eu une secrétaire médicale, et là, cette fois-ci, pas du tout un docteur, pas du tout un quoi que ce soit professionnel de santé,
hein, c'est juste un technocrate. Voilà, tout simplement. C'est un haut fonctionnaire qui travaillait à la base à l'ARS avec Madame Buzyn. C'est grâce à lui notamment qu'on a eu une politique de gestion de la pandémie de Covid-19 aussi magnifique. Alors merci beaucoup pour votre travail. Et il démissionne le 20 décembre 2023, vous voyez c'est très très récent, c'est il y a un mois, à la suite de l'adoption du projet de loi relatif à l'immigration. Il s'est dit, non, ça me plaît pas du tout, hein, ça a été adopté, ça ne me plaît pas, donc je vais démissionner. Voilà, donc hein, on peut peut-être remettre en cause son intérêt pour la démocratie, mais on peut aussi, je pense qu'il voulait tout simplement passer un Noël tranquille, hein. Quand tu démissionnes le 20 décembre, c'est que vraiment tu veux profiter des fêtes. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. Je pense qu'il voulait tout simplement manger son foie gras tranquille. Et oui, on est le 27 décembre et il y a encore 2 ministres à présenter. Vous vous rendez compte qu'en un mois, là, il y a eu 3 ministres de la Santé. Putain, c'est n'importe quoi. La recordman, Madame Agnès Firmin-Lebaudot, qui a eu l'honneur de ne rester que 3 semaines à la tête du ministère de la Santé. Félicitations, et on accueille d'ailleurs notre première pharmacienne dans ce classement, la pharmacienne d'officine, qui malheureusement a subi le terrible remaniement dernièrement, dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est une pharmacienne d'officine, et tout de suite après sa nomination, il y a des articles qui sont sortis. Malheureusement, elle serait visiblement la cible d'une enquête judiciaire qui a été ouverte en juin 2023, car elle aurait, conditionnel, parce que je ne suis pas du tout... Moi je lis les articles, hein, je ne porte aucune accusation, elle aurait visiblement perçu des avantages procuré par une personne produisant ou commercialisant des produits sanitaires. Alors pour ceux du fond de la classe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est tout simplement soupçonnée de s'être fait offrir des produits de luxe de la part du laboratoire Urgo, et c'est pas rien puisque ça représenterait plus ou moins 20 000 euros. Donc moi, on m'emmerde à chaque fois avec la loi anti-cadeau. Quand je vais déjeuner avec un client, bon, visiblement, il y en a qui se gênent un petit peu moins. Ce n'est pas une accusation, encore une fois. Nous, ici, on respecte la présomption d'innocence. La justice fera son travail. De son côté, Madame Firmin-Lebaudot nie tout conflit d'intérêts et tout cadeau et évoque plutôt des négociations commerciales. Bon, peut-être que la prochaine fois, on pourrait choisir des ministres qui ont éviter ce genre de négociation commerciale. Je sais pas, je prends un exemple au hasard de quelqu'un de vraiment intègre qui ferait un parfait ministre, digne de sa fonction, un professionnel de la santé exemplaire, qui c'est que je pourrais prendre ? Moi-même, en fait, je me suis toujours tenu à l'écart de ce genre de négociation commerciale, et je suis dispo. Voilà pourquoi mon téléphone n'a toujours pas sonné pour me dire « Bonjour, c'est Emmanuel Macron ». Je sais pas, bon, j'ai pas vraiment de solution à tout ça, en tout cas, je pense qu'il a mon numéro et qu'il m'appellera si jamais il a besoin de mes services. Voilà, les amis, il y a donc 30 ans de décadence au niveau de la santé, et j'espère vraiment que ça va changer dans les prochaines années, parce que c'est une urgence, réellement. Là, on rigolait pendant tout le podcast, mais je crois qu'il y a vraiment une urgence à réellement prendre en compte sur le sujet de la santé. Et donc, Madame Catherine Vautrin, que je ne connais pas réellement et dont j'attends énormément, va diriger le ministère de la Santé et du Travail pour les prochains mois, les prochaines semaines. J'espère qu'on n'aura pas un nouveau recordman du minimum de temps passé. 3 semaines, essayer de passer plus de 3 semaines. Là, on y est presque, ça fait 1 semaine déjà. J'espère que vous allez encore tenir 2 semaines pour pas établir un nouveau record. Et donc j'espère que vous serez à la hauteur du challenge qui vous attend, parce que nous, derrière les Français, on a de nombreuses attentes au niveau de la santé. Vous l'avez vu, c'est une des premières préoccupations des Français. On veut des soins plus accessibles, moins chers, des formations. Moi, je suis vraiment très inquiet par la formation des études de santé. On veut aussi, au niveau des personnes âgées, j'en parlais tout à l'heure, de la recherche. On veut relocaliser en France, et aussi
de la santé mentale, de la prévention et tout ce qui est financement, évidemment, il faut gérer tout ça parce que c'est catastrophique. Donc, il y a eu 30 ans de décadence de la santé au niveau politique, parce qu'on a trop vu ça depuis 30 ans d'un œil économique. On a hâte de voir ce que ça va donner en regardant ça d'un œil du travail. Et oui, parce que madame est ministre de la Santé et du Travail, donc on ne peut attendre que d'elle, et ben du travail. Hein, écoutez, quand on est ministre du Travail, au boulot. Ah les amis, je vous enjoins réellement à vous concentrer sur des choses qui sont réellement importantes. Parce que là, je rigole, je fais un podcast sur la politique, mais je déteste la politique réellement. Vous voyez bien que les ministres ne sont là que pour quelques semaines, quelques mois, quelques années, et qu'ils n'ont pas une réelle implication dans leur fonction, que pour eux, c'est réellement une expérience comme une autre, une opportunité professionnelle comme une autre, et que réellement, je n'ai pas l'impression qu'ils aient la conviction de vouloir changer les choses. Et donc je vous enjoins à ne vraiment pas prendre ce genre de nouveautés, de news au pied de la lettre, de ne pas prendre ces éléments comme s'ils allaient réellement changer votre quotidien de professionnel de santé ou de patient. Moi je vous enjoins plus à vous, dans votre vie professionnelle et personnelle, à faire des trucs stylés de votre côté. N'attendez pas que telle ou telle partie passe à la tête de l'État. N'attendez pas que telle ou telle personne passe ministre. Et ne prenez pas une nomination comme une victoire, parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez déçus. Concentrez-vous sur des choses réellement importantes, et c'est de là que viennent les principales révolutions, c'est de là que viennent les principaux changements. Changez-vous vous-même d'abord, ensuite votre famille, vos amis, votre association, et une fois que vous aurez fait tout ça, peut-être qu'on changera l'État, mais les principales révolutions viennent du cœur, viennent de l'esprit. Formez-vous à votre profession de professionnel de santé, devenez meilleur, et je vous garantis que le système de santé sera meilleur de cette façon, et peut-être qu'un jour on regagnera notre statut de meilleur système de santé du monde, mais ce n'est pas parce que tel ou tel ministre est nommé qu'on aura ce système de santé. Ça ne vient pas de là, ça vient d'abord en interne des professionnels de santé. Je compte sur vous, les amis, pour vous former, pour devenir de meilleurs médecins, de meilleurs pharmaciens. Ce podcast est fait pour ça, tout simplement parce qu'il n'y a personne d'autre qui vous le dit. Moi, je vous invite à devenir de meilleures personnes, tout simplement. Prenez soin de vous, les amis. C'était pas un podcast très marrant à faire pour moi, parce que la politique, ce sont des sujets très anxiogènes pour moi. Donc j'évite la plupart du temps à en parler. Puis en plus, ce sont des sujets qui divisent, donc c'est pas nécessairement très pertinent. Voilà. C'est tout, les amis. 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne à mon compte Instagram. Première point consultation, et on se retrouve très vite dans un prochain podcast. C'était Anthony, alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt, mes amis.